On va revenir sur le dénouement d'une triste affaire qu'on va décrypter. L'acteur Marwan Béréni, connu pour son rôle d'Abdel dans la série Plus belle la vie, était porté disparu depuis le 3 août dernier. Plus personne n'avait de ses nouvelles. Pour rappel, la nuit de sa disparition, la voiture qui lui appartient a percuté une femme de 38 ans à Mâcon. Malheureusement, on apprenait vendredi que le corps du jeune homme de 34 ans aurait été retrouvé sans vie dans une maison abandonnée. On va recevoir Michel Marie et on aura également Fiona. Fiona qui sera avec nous, qui était très proche de l'acteur, qui va nous raconter ce qui s'est... Voilà, qu'il était réellement, et on les accueille juste après ce petit récap. Et Gilles, j'aurais une petite question à vous poser également. C'est parti. Merci Reda, merci. Depuis le 3 août dernier, l'acteur Marwan Béréni, qui était soupçonné d'avoir renversé une femme au volant de son véhicule avant de prendre la fuite, avait disparu des radars. On a peur de ce qui va se passer derrière. Surtout après l'affaire Palmade, ouais. Mais alors que ses parents désespérés avaient décidé de publier une lettre ouverte dans la presse... Reviens, on a besoin de toi. L'affaire a connu jeudi soir un terrible rebondissement avec la découverte d'un corps sans vie dans le Rhône. Les premiers éléments laissent penser qu'il s'agirait de son corps. Une information confirmée dans la foulée par le magazine Paris Match qui a déclenché une vague d'hommages. Alors est-ce bien le corps de l'acteur? Dans quelles circonstances a-t-il été retrouvé? Quelles sont les pistes envisagées? Découverte d'un corps qui serait celui de Marwan Béréni, que s'est-il passé? Merci Fiona, merci d'être là. Ça nous fait plaisir de vous revoir. On aurait vous pouvoir vous voir dans d'autres circonstances, mais bon, on est voilà. Merci en tout cas d'être avec nous. Michel Marie est avec nous également, journaliste bien entendu. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé, Michel Marie, depuis le début et dans l'enquête, puisque là, ça y est, on a malheureusement nos réponses et elles sont tristes. Je vais commencer par la fin, c'est-à-dire le 12 jeudi dernier. Ça se passe dans un tout petit village qui s'appelle Corcelles en Beaujolais. Il y a une maison un peu abandonnée, un corps de ferme, et le propriétaire, plus précisément le fils du propriétaire, arrive ce jour-là dans l'après-midi avec des artisans pour envisager de faire un chantier, enfin de faire une rénovation de ce bâtiment. Et il pénètre à l'intérieur du bâtiment et découvre dans une pièce, dans la pénombre, il distingue un corps, des chaussures, et immédiatement il sort, prévient les gendarmes qui arrivent sur place. Et après avoir fait leur travail de constatation, s'aperçoivent que c'est très très probablement à 99,9% Marwan Béréni. Tout ça parce qu'il y a d'abord parce qu'on est à 3 ou 4 kilomètres de l'endroit où il avait abandonné sa voiture. Donc là c'est fleuri, le long d'un champ de vignes. Il a dû couper à travers les vignes pour rejoindre Corcelles. Et les gendarmes découvrent une banane dans laquelle se trouve permis de conduire, carte d'identité et d'autres documents qui, au nom donc de Marwan Béréni. Et tout ça a commencé le 3 août, aux alentours à 23h10. Marwan Béréni était dans une boîte de nuit qui s'appelle le 400, le club 400 à Mâcon. Il n'est pas resté longtemps ce soir-là, il était tout seul, il a bu un verre, il a eu 2 appels téléphoniques. Il est resté une demi-heure et ensuite il est ressorti. On l'a en vidéosurveillance à 23h05. Il monte dans cette voiture, ce fameux 4x4 Mercedes. Il démarre sur les chapeaux de roue et au même moment, une jeune femme de 37 ans traverse dans les passages protégés, les passages cloutés. Elle est avec son chien et elle est littéralement percutée par le véhicule qui n'a pas freiné. Et qui ne s'est surtout pas arrêté. Et à partir de là, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait. Je pense qu'il a dû rentrer dormir chez lui. Il habitait à Fuissé. Le lendemain, on sait par sa carte bleue qu'il a utilisée dans une boulangerie, je crois, à 15h. Et il aurait passé un appel téléphonique à 13h38. C'est les derniers signes de vie qu'on a de Marwan Béréni. Ensuite, il se volatilise. Le 5 août, donc 2 jours après, on retrouve la Mercedes sur le bord de la route. Et le 12, donc jeudi dernier, on retrouve son corps. Il y a plein de questions que doivent se poser les téléspectateurs également. Comment il s'est retrouvé dans cette maison? C'était une maison abandonnée. Comment il s'est retrouvé là? Ça, on ne sait pas. Il y a un couple qui témoigne et qui dit l'avoir vu errer au lendemain dans les vignes autour. Donc, est-ce qu'il s'est déplacé à pied? C'est à 6 km de là. Il était à pied, oui, il n'y avait plus de voiture. Voilà, est-ce qu'il est parti à pied vers cette maison? Et oui, dans un geste de désespoir, voilà. Là, pour le moment, on ignore. Mais ce qu'on ne comprend pas, et chez vous, on va reprendre l'affaire. C'est-à-dire qu'il percute cette jeune fille
en boîte de nuit, derrière, en sortant de boîte de nuit le soir. Là, il prend sa voiture et pourquoi il met fin à ses jours alors qu'il a dû avoir des nouvelles comme quoi cette jeune fille, quelques jours après, elle était blessée, mais voilà, elle s'en était sortie. C'est ça qu'on ne comprend pas. Pas sûr qu'il est. On ne comprend pas en fait. Non, je ne pense pas qu'il est au moment où... il a été à la boulangerie, donc à un moment... Oui, non, mais c'est le lendemain matin, et le lendemain matin, le lendemain matin, on savait. Si. Le lendemain matin, je suis désolé, vous savez si une personne est décédée ou pas, hein, si vous l'avez percutée. Hein. En tout cas, elle était dans le coma, elle était en pronostic vital engagé. D'accord, Sandra, à qui on pense fort aussi, hein, bien sûr. Donc je pense que c'est pas aussi simple que ça et je pense qu'il a de toute façon c'est très compliqué de commenter un suicide et c'est quelquefois même un peu indécent, donc moi ça me dérange, mais c'est jamais une cause unique, un suicide. Donc il y a l'accident, on sait aussi qu'il y avait son frère, c'était un peu la date anniversaire de la mort de son frère Bilal, qui lui a été assassiné à Détroit aux États-Unis en 2013. D'accord, mais Fiona, vous le connaissiez bien? Moi, je le connaissais bien. Ouais, je le connaissais bien. J'avais passé, on a été très proches pendant quelques mois. On a eu une histoire. Et puis ça faisait quand même des années que je l'avais pas vu. J'avais toujours de ses nouvelles parce qu'on a des amis en commun. Et voilà, c'était un super garçon. C'était un artiste. Justement, comment après avoir percuté cette jeune fille, il peut partir et se dire parce que c'est extrêmement violent. Il se serait pendu, c'est ça, Gilles? Oui, c'est ça. Oui, absolument. Le corps qui a été retrouvé a été retrouvé pendu avec des papiers à son nom. Donc voilà, il y a une autopsie, mais voilà, c'est à 99% lui, hélas. Et sans doute ne pas pouvoir accepter ce qu'il vient de faire, en se disant j'ai commis l'irréparable, j'ai commis un acte horrible, c'est insupportable pour moi. Et donc voilà, ma vie est fichue, j'ai brisé une vie peut-être, et je ne peux plus m'accepter comme ça. Fiona, parce que tout à l'heure je vous voyais me faire des signes. Vous me disiez qu'il ne savait pas le lendemain quand il va à la boulangerie, parce qu'on allait... Mais non. Je crois pas. Quoi? Mais non, le lendemain, en fait, la jeune femme, Sandra, elle est en réanimation et on ne sait pas de quelle manière elle va s'en sortir, en fait. Et quand il a ce dernier appel à 13h38, on ne sait toujours pas si Sandra est vivante, si Sandra... voilà, dans quel état elle est. Et je sais qu'à 13h38, il le dit... Je ne sais pas si c'est un truc que je dois dire, mais il le dit, la seule chose qui me reste à faire, c'est de partir, quoi. Donc il le dit à 13h38. Il le dit à 13h38. Dans son dernier appel. C'est des choses qui m'ont été répétées, donc je peux rien vous... À qui il donne son dernier appel? Ça, on ne peut pas savoir. On ne sait pas. Voilà. Donc il y a un proche, c'est le dernier appel qu'il donne, et dans son dernier appel, a priori, il dirait la seule chose qui me reste à faire, c'est de partir. Donc c'est vraiment suite à cet accident qu'il décide de mettre fin à ses jours. Mais je parle en son nom, mais Marwan, il vivait avec la culpabilité de la mort de son frère, même s'il y est pour rien. Mais en fait, ne pas avoir réussi à protéger son petit frère, je pense que c'était déjà invivable pour lui. C'était quelqu'un de torturé, quelqu'un de tourmenté. Il vivait sans limite. Pour moi, c'était un artiste qui était beaucoup plus intelligent que tout le monde, et je pense que personne ne pouvait être dans son cerveau. Et là, le fait d'avoir... renverser quelqu'un, je pense que c'était la petite goutte d'eau qui a fait déborder, le vase. Une grosse goutte d'eau, oui. Et oui, Gilles. La mort de son frère est fondamentale, Cyril, pour comprendre. Alors, on va rappeler pour nos téléspectateurs. Oui. Il s'appelait comment? Joachim, son frère? Bilal. Son frère, c'était un graffeur, Bilal, voilà, très connu, qui notamment avait fait des graphes au moment du printemps arabe et pour célébrer les martyrs à Tunis, et qui était connu dans le milieu du graphe. Voilà. Il est à Détroit, aux États-Unis, et là, il est pris à partie par 3 personnes qui le tuent d'une balle dans la tête. Ces 3 personnes avaient des dettes et voulaient le dévaliser, lui ont pris 200 ou 300 euros sans le connaître. Il était près d'un terrain de basket. Ils l'ont tué sauvagement. Et au-delà du pire, c'est que son corps a mis 8 mois à être identifié. Pendant 8 mois, il a disparu. On ne savait pas que c'était lui. Donc du coup, ça a été pour lui un drame épouvantable. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine fragilité, mais c'est normal. C'est tellement...
épouvantable ce drame voilà, il avait vraiment du mal à... C'est impossible de digérer ça, mais pour lui, c'était très très dur. Mais vous avez dit qu'il avait peut-être été vu en Suisse. Alors voilà, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi ce week-end, qui ont dit Gilles disait qu'il était en Suisse, alors que pas du tout. Voilà, alors ça, donc, ce qu'il faut dire, c'est que nous, quand on couvre des faits divers et des enquêtes, on avance au rythme de l'enquête, d'accord. Et un média extrêmement crédible, qui jusque-là avait eu toutes les bonnes informations, a révélé cette piste suisse qui a été reprise par d'autres médias. Moi, j'ai travaillé avec ce média, puis j'ai vérifié. Et à ce moment-là, quand on en a parlé ici, il y avait l'hypothèse de cette piste suisse sur laquelle la police travaillait. Voilà. Hypothèse qui n'est donc pas avérée. Je ne cite pas le média en question, je vais en prendre la responsabilité. D'accord, voilà. Merci. Bravo, Gilles. Oui. Voilà. Hypothèse qui ne s'est pas avérée, mais qui était à l'époque jugée extrêmement crédible par la police. Voilà. Alors, Michel, donc, l'histoire, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on ne l'a pas retrouvé pendant des jours et des jours. Oui. C'est ça qu'on a envie de savoir, parce qu'on comprend, c'est ça qu'on ne comprend pas. Donc racontez-nous. Pendant 2 mois, on ne sait pas où il est. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La police était chargée de l'enquête et ils ont été à son domicile. Ils ont convoqué un certain nombre de proches de Marwan pour essayer de savoir s'ils avaient des nouvelles. Ils ont essayé de remonter aussi la téléphonie, mais en même temps, ils ne pouvaient pas fouiller toutes les maisons à 10-15 km aux alentours de son domicile. Donc, en réalité, si le fils du propriétaire n'était pas venu ce jour-là pour faire des devis avec les artisans, je pense qu'on n'aurait toujours pas retrouvé le corps de Marwan Bereni. Alors, et les enquêteurs ont mis longtemps à démarrer en plus. Hein. Au début, ils pensaient... Oui, au-delà de ça, oui, tu as raison, mais au-delà de ça, techniquement, c'est impossible qu'ils fouillent toutes les maisons. C'est pas mais ce qui frappe, Michel, c'est 5 km, 6 km. Donc ça, on se dit, quand même, quelqu'un disparaît, on peut faire des cercles concentriques et aller... Voilà. Il est daté à quand, son décès? C'est ça, oui. Il est daté à quand, son décès? Ça, on n'a pas la date, mais enfin, sans vouloir rentrer dans les détails, c'était, à mon avis, très proche, vu l'état du corps. C'était donc très proche de sa disparition. Donc, très vite après son dernier coup de fil, je pense honnêtement qu'il a abandonné sa voiture, il a traversé les vignes à pied, il est rentré dans ce bâtiment. Est-ce qu'il le connaissait? Est-ce qu'il est rentré par hasard? Trouver une maison abandonnée, c'est compliqué, c'est peut-être qu'on la connaît. Et donc c'était quoi? Et donc après... Et là, il se pend. C'est fou. Donc il n'a jamais fui, en fait. Donc, il n'a jamais fui, en fait. C'est ça. Il n'a pas dit qu'il avait fait. Alors, justement, a priori, on dirait avec bien sûr, quand on conditionne, ce serait vraiment juste le lendemain, c'est ça, de l'affaire, comme vous le disiez, il y a un instant, donc dernier coup de fil à 13h38, et derrière le drame. Fiona, il y a Nathalie Marquet qui était avec nous, qui était avec lui en vacances quelques jours avant le drame, et il lui avait dit, moi, si un jour je renverse quelqu'un, je me foutrai en l'air, je ne le supporterai pas, et je ne veux pas avoir ça sur ma conscience. Moi, vous savez, c'est paradoxal avec le petit message qu'il avait laissé à 13h30, mais moi, j'étais persuadée, j'aurais mis ma main à couper, ce soir-là que j'ai rencontré Marwan, j'aurais mis ma main à couper qu'il avait fui et qu'on l'aurait retrouvé dans 5 ans, 10 ans. J'aurais jamais pu imaginer qu'il mette fin à ses jours. Et quand je lis la lettre de ses parents le 3 octobre, si je ne dis pas de bêtises, je pense que ses parents étaient incapables de s'imaginer qu'ils pourraient faire une chose pareille. Même moi, je croyais, j'étais sûr que... Franchement, c'est inimaginable. C'est horrible, quoi. Les deux sont... Vous avez dit qu'il a passé un dernier coup de fil à 13h38 et il a annoncé, mine de rien, qu'il allait faire. Oui, mais entre annoncer et le faire, vous savez, Cyril... Je sais, bien sûr, non, mais c'est sûr. Et Il faisait... oui. Il faisait référence à l'accident de Pierre Palmade. Oui, bien sûr, d'accord. Même dans son dernier coup de fil? Non, enfin, dans le témoignage que vous évoquez. Oui, bien sûr. Il a dit, s'il m'arrivait quelque chose comme Pierre Palmade, je mettrais fin à mes jours. Fiona, vous qui le connaissez bien, Fiona, vous vous êtes dit quoi? Parce que disparition pendant 2 mois, est-ce qu'avec vos amis proches, avec les gens qui connaissaient Marwan, vous êtes appelés, vous êtes dit qu'est-ce qu'il a? Est-ce que tu as des news? En fait, moi, pour vous raconter, c'est simple. Dans la nuit du 3 au 4, il se passe cet accident-là. Ouais. Et le 4 au soir, j'ai un appel. Donc la presse n'est pas encore au courant. Je ne sais pas si les parents sont déjà au courant. J'ai un appel. Voilà, il y a eu une soirée, il s'est passé ça. Un pote? Une amie. Il s'est passé ça. On ne sait pas si c'est lui. Il y a des vidéos. Parce qu'il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il était à une soirée. Il est parti parce que il avait sans doute bien profité et qu'il avait envie d'aller faire la fête en boîte. Il va en boîte.
Là, il prend sa voiture. À ce moment-là, quand on m'appelle le 4 août, on ne sait pas si c'est lui. Il y a des vidéos de caméra surveillance, mais on ne sait pas encore si c'est lui. Et notre ami me dit, Fiona, on ne sait pas où il est depuis hier. Il ne donne plus de nouvelles à personne. Il a passé un dernier appel, mais depuis, son téléphone ne fonctionne plus. Il est coupé. On ne sait pas où est sa voiture. On est allé chez lui, il n'est pas chez lui. Donc moi, je sais depuis le 4 août. Et depuis le 4 août, on se dit, et on s'appelle régulièrement, on se voit et on se dit... Mais c'est sûr, en fait, c'est sûr, il est parti, il a un complice. Vous savez, on imagine était tout seul cette soirée, quand il est tellement de parti choses. Quand il est parti de cette première soirée, il est allé en boîte de nuit tout seul. D'accord, donc c'est ça, donc c'est lui qui était donc au volant de la voiture, a priori. A priori, oui. Michel, hein, parce que c'est une question qu'on se posait. Bien sûr, non, mais d'après les témoins, il passe une demi-heure dans cette fameuse boîte de nuit, le Club 400. C'est ça. Il reçoit 2 appels téléphoniques de ça, je ne sais pas de qui. Il est très bref dans ses communications téléphoniques. Je pense qu'il a vraiment envie d'être tranquille, d'être tout seul. Et il reste une demi-heure et il s'en va. Donc il n'est pas venu faire la fête, il a bu un verre et il remonte dans sa voiture. Et là, il y a de la vidéosurveillance à la sortie de la boîte de nuit. Il est 23h05, il monte dans son véhicule et l'accident est à 23h10. C'est ça. Et donc, derrière, ça va très vite. Et derrière, plus de nouvelles. Oui, Fiona. Derrière, plus de nouvelles. Derrière, dernière nouvelle à 13h30. Et puis quand il va à la boulangerie, je crois, acheter... À 15h. À 15h, quelque chose. Mais après, derrière, rien. La personne qui vous a dit qu'à 13h38, il l'a appelé et il lui a dit la seule chose qui me reste à faire, c'est de mettre fin à mes jours. Est-ce qu'elle a essayé de faire quelque chose, de prévenir ? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais que tout le monde lui a dit... les gens qui ont essayé de l'appeler, alors soit par message ou voilà, lui ont dit, écoute... il n'y a rien encore, il n'y a pas de preuves, on ne sait pas, viens, si c'est toi, on sera là, on t'aidera, et au même titre que le message de ses parents. Tu sais, une épreuve, on la partage et on la vit ensemble et on la surmonte ensemble. Vous lui avez laissé un message, vous ? Non, moi, j'ai pas laissé de message. Moi, j'ai pas laissé de message parce que on fait chacun nos vies de notre côté, et puis voilà, on n'a pas toujours besoin d'avoir des nouvelles d'un ex-compagnon, mais... ça faisait combien de temps que c'était fini ? Ça faisait un moment, ça faisait quelques années. D'accord, et vous aviez toujours des nouvelles, exactement, c'était... et personne... dans son entourage, dans vos amis, puisque vous étiez une bande d'amis, voilà, vous aviez des amis en commun et vous étiez une bande d'amis, personne ne se disait qu'il pouvait commettre l'irréparable. Mais je pense pas, et je voyais, alors moi je connais pas tous ses amis, mais je pense notamment à David Bayot, qui était un de ses meilleurs amis, qui est acteur, Dounia, et bon voilà, ils avaient l'air de faire leur vie, et je pense que vraiment personne pouvait imaginer qu'ils mettent fin à ces jours, personne, vraiment personne. Ouais. C'est trop brutal, c'est trop brutal. Oui, Gilles. C'est une période où... son entourage dit qu'il allait mieux, il y avait eu l'arrêt de la série, très dur pour lui, mais là, il avait un rôle encore majeur dans la série qui va d'ailleurs recommencer très bientôt. Donc voilà, il était plutôt mieux, il refaisait du sport, et voilà. Donc ce qui s'est passé à cette soirée et après l'accident a été le déclencheur de quelque chose. Il y a pas mal de gens qui disent il aurait tout de suite pensé à l'affaire Pierre Palmade. Ouais. Il en parlait en plus beaucoup. Et c'est ça aussi qui s'est dit je ne veux pas être dans un tel marasme, c'est ça. Une fois de plus, c'est compliqué de se mettre dans la tête de quelqu'un qui commet l'irréparable, mais le décès de son frère, qui remontait à 10 ans, lui posait un véritable problème. Enfin, c'était quelque chose qui le tourmentait énormément. Et c'est vrai qu'il allait mieux, c'est vrai qu'il s'était remis à faire du sport. Tous les 2 jours, il partait courir. Il rentrait de vacances, je crois qu'il était parti aux Philippines, où il avait passé quelques jours en vacances. Et il y avait cette perspective de travail. Mais ça ne suffit pas, la preuve d'ailleurs, ça ne suffit pas pour éviter cette catastrophe. Et quand je pense que le lendemain, il ne savait pas, je maintiens, je pense qu'il ne savait pas le lendemain dans quel état se trouvait la victime. Et comme il n'allait pas très bien quand même dans sa tête, il s'est fait sans doute son film en se disant j'ai tué cette femme, ma carrière est finie, je vais aller en prison. Et je pense qu'il s'est fait un scénario catastrophe qu'il a peut-être pas trouvé à ce moment-là la bonne personne au téléphone pour lui dire bon allez arrête, on va aller au commissariat, on va s'expliquer. Et effectivement, tu auras des ennuis, mais pourquoi foutre sa vie en l'air c'est un accident. C'est fou, ouais. C'est fou. Parce que là, il panique après le... Je pense que c'est ça. Et là, tout s'accélère. Alors, on a mis quand même 2 mois à retrouver le corps, a priori. Oui, on a mis 2 mois à retrouver le corps, mais ce que je disais tout à l'heure, la police, elle ne peut pas fouiller dans toutes les maisons. C'est pas... Oui, Raymond.
C'est pas toutes les maisons. On a parlé d'une ferme abandonnée. Ouais. Donc tu peux au moins aller fouiller un truc qui est abandonné. Ouais. Parce que tu dis peut-être qu'il a été se cacher là-dedans. Moi, Je crois que la police a vraiment cherché Et auprès un des proches. 4x4, tu le caches pas comme ça. non, mais il n'a pas caché le un 4x4. porte-clés. Le 4x4, il était sur le bord de la route. Il était à combien de kilomètres de 5 5 km. Donc 5 km. Moi, je sais s'il y a 5 km de chez moi, il y a une maison abandonnée. Je le sais, je suis au courant. Donc la police devait savoir ça, que c'est abandonné. Alors, Bien sûr. Petite Moi, je suis débile, moi, je nuance dis juste technique, c'est la police de Mâcon qui est saisie de l'affaire. Et là, on est en zone rurale où normalement, c'est les gendarmes qui travaillent sur ce genre de choses. Donc, la police de Mâcon, je pense qu'ils n'ont pas tourné. Oui, je suis d'accord. Si tu appelles une police qui a 200 bornes. Une fois de plus, non, c'est pas 200 bornes, mais c'est une vingtaine de kilomètres. Et une fois de plus, ils ont fait leur travail, c'est-à-dire qu'ils ont vérifié auprès des amis, la téléphonie, enfin, ils ont fait le travail des enquêteurs qu'il fallait faire. Mais bon, voilà, en tout cas, voilà. Je voudrais qu'on vienne, parce qu'on est en temps direct à 21h13, et un drame vient de se passer à Bruxelles.